Bonsoir tout le monde, merci d'avoir honoré à ce nouveau rendez-vous. Bonsoir Doc. Bonsoir. Voilà, je te vois bien, je t'entends bien. Je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas de problème de connexion. Donc, merci déjà d'avoir honoré à mon rendez-vous. Donc, je vais faire le propos introductif. Pendant ce temps, tu vas te muter. Je fais le propos introductif. Après, je te passe la parole. Tu te présentes et on va lancer l'émission. Donc, essaie de te muter là. J'essaye de... De te muter. Il y a une petite icône là. Quand tu parles, c'est ça qui est verte. Donc, tu cliques dessus. D'accord. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Je suis Yves Valéry pour la doctorat en médecine générale. Nous accueillons ce soir le docteur Pachel Djakou Pachel Ngassam Djakou, il y a eu une petite erreur lors de la présentation du flyer. Docteur Pachel Ngassam Djakou, qui nous vient du centre de la clinique Sainte-Marie située au quartier Ngousso à Yaoundé. Je rappelle que le docteur Pachel Djakou fait partie de ces premiers-là, tout comme le docteur Pinzi la semaine dernière, qui m'ont accueilli dans le milieu médical lorsque je commençais mes stages hospitaliers. C'est l'occasion de la remercier. Le docteur Pachel Djakou nous fait une présentation sur la crise cardiaque, parce qu'elle est très passionnée de la cardiologie. Vous aurez le temps de découvrir cela. Donc, elle va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes maximum. Après cette présentation, elle va me redonner la parole. Je vais faire un certain résumé pour les personnes qui sont nouvellement admises dans le live. Et ensuite, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Nous espérons que ce soir, nous n'allons pas avoir de problème de connexion. Donc, merci une fois de plus, Doc, d'avoir honoré à ce rendez-vous. Je te passe la parole, tu te présentes et ensuite, on va lancer l'émission. Bonsoir à tous. Merci, docteur Yves, de me passer la parole ce soir. Je suis le docteur Ngassam Djakou Melvin Pachel, diplômé de la faculté des médecines et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, en exercice à la clinique Sainte-Marie au quartier Ngousso-Chapelle. C'est un réel plaisir de présenter ce soir sur le thème de la crise cardiaque, qui est l'appellation commune de l'infarctus du myocarde dans le jargon médical. En effet, la crise cardiaque est une destruction ou nécrose plus ou moins étendue du muscle cardiaque due à une obstruction prolongée de l'une des artères coronariennes. Les artères coronariennes, bien sûr, étant les artères qui irriguent, qui apportent du sang oxygéné au cœur. C'est une urgence diagnostiquée et étiquetée comme la première cause de mortalité en Occident. D'après la première cause de mortalité en Occident, c'est une maladie en émergence en Afrique et plus précisément au Cameroun. Selon la Société européenne de cardiologie, c'est une pathologie qui est assez fréquente chez les personnes jeunes et surtout les hommes, bien qu'elle puisse atteindre les femmes. Nous ne pouvons parler des maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque ou infarctus du myocarde sans un mot sur les facteurs de risque cardiovasculaire. On parle de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un élément ou un facteur pour lequel l'exposition du patient à celui-ci augmente le risque de survenue de la maladie, alors que son amélioration ou suppression diminue ce risque. Les facteurs de risque cardiovasculaire, en effet, sont classés en facteurs majeurs et mineurs. Parmi les facteurs majeurs, nous avons l'hypertension artérielle que tout le monde connaît, les dyslipidémies, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, le diabète de type 2, les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque, l'AVC, que ce soit hémorragique ou ischémique. S'agissant des facteurs mineurs, on a l'âge, plus 60 ans chez la femme et 50 ans chez l'homme. On a le sexe masculin qui est prédisposé à avoir certaines pathologies cardiaques, entre autres la crise cardiaque, la sédentarité, l'obésité. Avant de parler de la crise cardiaque proprement dit, nous aimerons revenir sur l'anatomie du cœur, qui est ce merveilleux organe de forme pyramidale qui est logé dans cette cavité centrale de la cage thoracique qu'on appelle le médiastin. Il renferme 4 cavités comme on l'a vu au primaire, 2 oreillettes au niveau de sa partie supérieure droite et gauche et 2 ventricules au niveau de sa partie inférieure droite et gauche également. Les parois cardiaques, nous avons 3 parois. La plus interne qui est l'endocarde, le myocarde qui est le muscle cardiaque proprement dit, qui nous intéresse dans ce chapitre, et l'épicarde qui est la paroi la plus externe. S'agissant de l'irrigation fonctionnelle du cœur, il y a la vascularisation ou bien l'irrigation, l'apport en oxygène et en nutriments au cœur est assuré par les vaisseaux dits coronariens, les artères coronaires droite et gauche qui naissent au niveau de l'aorte située dans la cage thoracique.
est important de connaître l'origine de la crise cardiaque. À la base de la crise cardiaque ou infarctus du myocarde se trouve un déséquilibre entre les besoins et apports en oxygène au cœur. La cause principale étant une maladie que l'on appelle l'athérosclérose coronarienne, qui consiste en un amas ou accumulation de graisse, de glucides, de complexes, de cellules et même de sang, qui, au niveau des artères coronariennes de gros, de moyen calibre, entraînant une obstruction, puis une réduction du débit au niveau de l'artère concernée, avec inadéquation entre les apports, c'est-à-dire le sang qui arrive au cœur, sur une partie du cœur, et les besoins fonctionnels du cœur en lui-même. Comme toute cellule a besoin d'oxygène et de nutriments pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire de l'énergie, ceci concourt à une mort cellulaire, duquel vont découler certains symptômes. Le diagnostic de crise cardiaque est clinique, électrique et biologique. Le patient peut venir pour certains symptômes comme la douleur thoracique passagère dans les heures ou jours précédents. Les patients peuvent venir à l'hôpital parce qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons cités plus haut. Parmi les plaintes du malade, lorsqu'il arrive aux urgences dans nos hôpitaux, nous avons surtout la douleur thoracique de l'infarctus du myocarde, qui est une douleur typique. C'est une douleur sévère, ça fait très mal, avec parfois sensation de mort imminente. C'est une douleur qui survient généralement spontanément au repos. Le patient ne fait rien. Subitement, il a cette douleur sévère au niveau du thorax. C'est une douleur qui serre, qui est prolongée. Ça dure plus de 15 minutes. Parfois, il peut ressentir, en plus de la douleur au thorax, il a l'impression que sa marche peut arriver au niveau de sa mâchoire inférieure, au niveau de son membre supérieur gauche. Et cette douleur, on dit souvent qu'elle ne cède pas à la trinitrine, qui est un vaso, c'est-à-dire un médicament qui permet de dilater les vaisseaux. Dans certaines douleurs thoraciques, lorsqu'on donne ce médicament, la douleur disparaît, mais particulièrement dans la crise cardiaque, elle ne disparaît pas. Et il peut être atypique chez certains patients, comme les femmes. On n'aura pas toujours cette douleur thoracique typique, la personne qui a le diabète de type 2 ou bien les personnes âgées. D'autres plaintes peuvent également s'accompagner de la douleur thoracique. Il peut venir parce qu'il n'arrive pas à respirer, les difficultés à respirer. Son cœur bat vite, il a les palpitations. Par exemple, il a une perte de connaissance, bref, la syncope. Et généralement, l'examen physique en urgence, c'est ce type de patient pauvre. On n'a pas d'autres signes en dehors des plaintes qu'il présente aux urgences. Et lorsqu'il arrive aux urgences, le premier examen, qui est un examen phare, qui permet de poser le diagnostic de crise cardiaque, est ce qu'on appelle l'électrocardiogramme, qui est principalement réalisé en urgence qui est principalement réalisé en urgence. Et c'est le praticien, par exemple l'urgentiste ou bien le médecin généraliste ou le cardiologue qui le réalise et qui permet à l'aide de certains signes de poser le diagnostic de crise cardiaque. On parle de sus-décalage, d'onde T, du segment ST dans au moins 2 dérivations contiguës. On peut également faire d'autres examens biologiques, la prise de sang, mais en aucun cas cet examen ne peut être fait en urgence et ne peut retarder la prise en charge qui doit être immédiate. On peut regarder certains marqueurs cardiaques spécifiques comme la troponine I ou C qui sont le plus sensibles dans la crise cardiaque. D'autres examens peuvent également être faits, mais pas en urgence. C'est l'échocardiogramme, la coronarographie et autres. Et l'évolution peut être favorable si, comme j'ai précisé, c'est une urgence médicale, si la prise en charge est précoce et adéquate. Dans certains cas, le patient ne vient pas à l'hôpital directement après sa douleur et il peut avoir des complications précoces comme la mort subite. Il peut mourir, on ne sait pas pourquoi il est mort. Directement, il a sa douleur, il meurt, on ne sait pas. Dans d'autres cas, il peut avoir une insuffisance ventriculaire gauche, les troubles du rythme. Parfois, dans les complications tardives, on aura une insuffisance cardiaque chronique. La prise en charge, s'agissant de la prise en charge de la crise cardiaque ou infarctus du myocarde, c'est une urgence et commence au moment du premier contact médical. C'est quoi le premier contact médical? C'est lorsqu'on a mal, on a sa douleur thoracique, on part immédiatement à l'hôpital. Le personnel médical que l'on trouve
doit d'abord vous examiner, savoir réaliser l'électrocardiogramme et interpréter. C'est après interprétation, après avoir marqué certains signes spécifiques de la maladie, qu'il pose le diagnostic de crise cardiaque. Ainsi, va suivre une prise en charge immédiate. On parle de stratégie de reperfusion, mais je ne vais pas insister sur ça car ça relève du domaine des spécialistes. Donc, ce sont l'angioplastie avec coronarographie et la fibrinolyse. D'autres traitements peuvent être associés en fonction des symptômes présentés. S'il arrive, il a des difficultés à respirer, on peut lui donner l'oxygène. En fonction de la saturation en oxygène, bien sûr. On peut donner les antidouleurs lorsqu'il présente la douleur thoracique, les anti-agrégants plaquettaires, les antithrombotiques, les statines et bien d'autres médicaments. La prise en charge proprement dite est intra-hospitalière et dépend surtout du temps du diagnostic initial. Dépend surtout de la durée entre l'apparition de la douleur thoracique et l'arrivée du patient aux urgences à l'hôpital. Mais l'un des axes de prise en charge important de la maladie reste la prévention primaire ou initiale, passant par la prise en charge des différents facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons cités, c'est-à-dire l'arrêt du tabagisme, le contrôle optimal de la pression artérielle, les personnes hypertendues. L'hypertension, c'est une maladie chronique dont le traitement à vie. Il y a un certain nombre d'examens, un bilan avec un certain nombre d'examens complémentaires que nous devons faire pour évaluer, pour rechercher les complications de notre hypertension artérielle parce que la crise cardiaque est une complication. Et ce bilan se réalise au moins minimum une fois l'an. Il faut contrôler sa pression artérielle, prendre son médicament chaque jour parce que certains patients hypertendus, quand la pression artérielle se normalise, ils arrêtent le traitement. Or, c'est très dangereux. Également, le contrôle optimal du diabète, qui est un grand facteur de risque de la crise cardiaque ou infarctus du myocarde. Il faut contrôler son diabète. Il faut toujours consulter son spécialiste en cas d'un problème, en cas d'une plainte. Il faut limiter l'apport en acides gras saturés, le mauvais cholestérol, que sont les graisses d'origine animale, ou au profit des graisses, des acides gras monopolyinsaturés en privilégiant les graisses d'origine végétale. Ce sont ces graisses qui proviennent des plantes comme la colza, l'avocat ou l'olive, donc privilégier les huiles d'olive, l'huile de noix, les amandes, les noisettes. Il faut réduire, voire supprimer la consommation de beurre. C'est très dangereux. Éviter les charcuteries. Nous aimons bien ça. Les viandes grasses, les produits laitiers gras, il faut les éviter. Il faut augmenter la consommation de certains poissons, le maquereau, le saumon. Il faut augmenter également la consommation des fibres et des micronutriments qui sont naturellement présents dans les fruits et légumes. On dit souvent manger 5 fruits et légumes par jour. C'est très important. Limiter la consommation d'alcool et de sel, surtout chez les hypertendus. Ici, quand le plat n'est pas très salé, on n'aime pas. Non. Il faut réduire la consommation de sel, réduire la consommation d'alcool, voire même supprimer. Il faut contrôler les poids. Les patients qui ont le poids, les patients qui sont obèses, qui sont en surpoids, contrôlez votre poids. Nous encourageons l'activité physique. On ne demande pas aux personnes de devenir une cébole, de faire 800 mètres chaque jour. Non, en fonction de votre âge, de votre capacité, on recommande généralement de faire, si vous pouvez faire même la marche simple, même la marche rapide, 30 minutes, voire 30 minutes deux fois par semaine ou même 3 fois par semaine, ça marche. Merci de votre aimable attention. Merci, docteur. Je pense que la présentation était assez claire, assez concise, assez précise. Il y a eu pas mal de retardataires, raison pour laquelle je vais faire un résumé. Question qu'on soit sur le même diapason d'échange avant de passer à la phase de questions-réponses. Donc, le thème de notre soir, c'était la crise cardiaque. La crise cardiaque, nous avons dit premièrement que c'est une expression communément utilisée dans le jargon courant, mais l'expression consacrée, c'est infarctus du myocarde. Alors, l'infarctus du myocarde, c'est une destruction du muscle du cœur dû au fait que le sang n'arrive plus suffisamment à ce niveau. Alors, comme la loi de la nature dit souvent, toute charité commence par soi-même. Le cœur a pour rôle d'envoyer le sang dans tout l'organisme, mais avant d'envoyer le sang dans tout l'organisme, il s'envoie d'abord du sang à lui-même pour se nourrir. Donc, il se nourrit à travers ce qu'on appelle les artères coronaires. Ces artères coronaires-là vont au niveau de ce qu'on appelle le muscle cardiaque, le myocarde.
Si pour une raison ou une autre, le sang n'arrive pas au niveau du cœur comme il le faut, on a un infarctus du myocarde. Donc, l'infarctus du myocarde, c'est une urgence diagnostique. C'est la première cause de mortalité en Occident. En émergence en Afrique, très fréquente chez les hommes jeunes, mais également présent chez les femmes, évidemment. On ne peut pas parler d'infarctus du myocarde sans parler de facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont des éléments qui prédisposent à développer une maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire, si vous avez cet élément, vous êtes plus à risque de faire une maladie cardiovasculaire telle que l'infarctus du myocarde qu'une personne qui n'en présente pas. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire sont divisés en deux types. On a les facteurs de risque majeurs et les facteurs de risque mineurs. Au niveau des facteurs de risque majeurs, on a entre autres l'hypertension artérielle, c'est-à-dire les patients qui sont connus hypertendus, pas les patients chez qui on a pris la pression artérielle une fois et c'était élevé, parce que là, on ne considère pas que vous êtes hypertendu. Vous devez aller voir un médecin, il fait ce qu'il y a de lieu de faire de façon appropriée et il va vous déclarer hypertendu ou non. Donc, les patients connus hypertendus, ou alors les patients qui ont même des antécédents de maladie d'hypertension artérielle dans la famille, la consommation de mauvais cholestérol, notamment l'huile contenue dans les graisses animales, l'antécédent d'accident vasculaire cérébral. Si vous avez déjà fait un AVC, vous êtes prédisposé à faire un infarctus du myocarde. Il y a bien d'autres facteurs de risque majeurs. Au niveau des facteurs de risque mineurs, on a l'âge avancé. Le doc a fait une spécificité chez l'homme et chez les femmes, 40-50 ans. La sédentarité, les personnes qui ne font pas du sport, l'obésité et même le surpoids. Parce que si vous avez un indice de masse corporelle au-delà de 25, vous êtes déjà sujet aux maladies cardiovasculaires. Donc, la formule de l'indice de masse cardiovasculaire, c'est de l'indice de masse corporelle, pardon, c'est le poids qui est en kilogrammes. Bon, ceux qui font physique vont me dire que c'est la masse, mais le poids qui est en kilogrammes sur la taille au carré, la taille étant en mètres. Donc, si vous calculez votre indice de masse corporelle et vous vous rendez compte qu'il est supérieur ou égal à 25, sachez que vous présentez un facteur de risque mineur de maladie cardiovasculaire, notamment d'infarctus du myocarde. Alors, pour mieux comprendre l'infarctus du myocarde, le doc a fait un petit rappel anatomique, physiologique, entre guillemets, sur le cœur. Je pense que nous tous, nous avons fait le primaire ici, nous avons parlé du cœur, de l'anatomie du cœur. On a vu que le cœur contenait 4 cavités, 2 oreillettes en haut, 2 ventricules en bas, mais que le cœur contient aussi 3 parois. De l'intérieur du cœur vers l'extérieur, ou alors de l'extérieur vers l'intérieur, on a le péricarde, c'est-à-dire la paroi qui protège le cœur. Ensuite, on a le myocarde, qui est le muscle cardiaque. Et enfin, on a l'endocarde à l'intérieur. Les vaisseaux qui sont chargés d'irriguer le cœur, j'en ai parlé tout plus tôt, ça s'appelle les vaisseaux coronaires. Coronaires parce qu'en fait, ils font une sorte de couronne dans leur anatomie. Et la crise cardiaque, justement, est due à une inadéquation entre les besoins et les apports. Je peux, par exemple, être là, mon cœur bat normalement, entre guillemets, j'ai besoin, disons, je dis n'importe quoi, 10 millilitres de sang pour fonctionner au niveau de mon cœur. Mais si je me mets à faire une activité importante, les besoins de mon cœur en oxygène vont augmenter. Du coup, les besoins ne seront plus les mêmes. Du coup, je vais dire quoi? Par exemple, un sportif, je vais prendre l'exemple de, par exemple, M. Nganou, et moi, on n'a pas la même demande, nos cœurs n'ont pas la même demande en oxygène qui est apportée par le sang. Du coup, s'il y a une inadéquation entre les besoins et les apports, on a risque de faire un infarctus du myocarde. La principale cause d'infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Alors, l'athérosclérose, c'est pour tout type de vaisseau, ou alors si vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple du tuyau. Le tuyau a 2 parties, la paroi et la lumière. Dans la lumière, les vaisseaux sanguins, notamment les vaisseaux coronaires, sont comme des tuyaux. On a la paroi, on a la lumière. Le sang est censé passer dans la lumière. S'il y a un problème au niveau de la paroi qui fait en sorte que la lumière soit rétrécie, on aura un problème au niveau de la réception du sang en aval. L'athérosclérose, c'est donc cette maladie-là qui augmente le diamètre de la paroi et qui rétrécit la lumière des vaisseaux sanguins. Et donc, qui crée une ischémie. Ischémie étant le manque de sang en aval. En aval, étant le muscle cardiaque. Donc, c'est un peu ça. Le diagnostic de l'infarctus du myocarde repose sur plusieurs éléments, mais généralement, la première plainte, c'est la douleur thoracique. La douleur thoracique, elle est assez caractéristique. C'est une douleur qui est, évidemment, on a dit au niveau du thorax. Elle peut être derrière le sternum, tout juste, ou alors un peu décalée vers la gauche. C'est une douleur qui a type de constriction, c'est-à-dire que ça serre, vous sentez vraiment que c'est en train de serrer à l'intérieur de votre poitrine. Elle est prolongée. Et le patient peut dire qu'il a ressenti une sensation de mort imminente, c'est-à-dire que vous sentez comme si vous allez mourir d'un moment à l'autre. La douleur irradie en général vers la mâchoire, c'est-à-dire que vous avez l'impression que votre douleur a commencé là et elle se met à marcher jusqu'au niveau de vos mâchoires. Et elle ne cède pas la trinitrine. Alors la trinitrine, c'est les personnes qui connaissent la trinitrine, c'est généralement des personnes qui ont eu à présenter des douleurs
au niveau du thorax de façon antérieure, ont consulté. On leur a dit, lorsque vous avez cette douleur, prenez tel médicament. En fait, cette douleur-là s'appelle l'angor. C'est un truc passager. Généralement, ça cède à ce qu'on appelle les dérivés nitrés, la trinitrine. Mais vous allez remarquer que si vous présentez un infarctus du myocarde, vous prenez la trinitrine, il n'y a pas d'amélioration. On a parlé comme symptôme de la douleur au thorax. Il y a également les palpitations, c'est-à-dire que votre cœur commence à taper vite, vous le sentez battre, alors que normalement, on ne doit pas sentir son cœur battre. On a également la syncope qui est la perte de connaissance. Qu'est-ce qu'on a dit de plus? L'examen phare, si vous présentez un infarctus du myocarde, la première chose, c'est de courir à l'hôpital. L'examen phare qui va être réalisé en urgence, c'est l'électrocardiogramme. Malheureusement, il y a des endroits où on fait l'électrocardiogramme, mais il y a un défaut d'interprétation. Donc, il est idéal, il est mieux d'aller dans un endroit où il y a un électrocardiogramme avec une personne, un spécialiste qui est qualifié dans l'interprétation. Vous ne pouvez pas forcément maîtriser tout ça, mais aller, disons, dans le centre médical où vous sentez quand même qu'il y a un peu de sérieux. Donc, électrocardiogramme en urgence. On peut également faire... À l'électrocardiogramme, on va noter, ça c'est juste pour les étudiants en médecine et les docs qui sont dans le live, on va voir à l'électrocardiogramme ce qu'on appelle un sus-décalage du segment ST, qui est appelé onde de Paradis. Donc, après l'électrocardiogramme, on peut vous faire une prise de sang pour remarquer certains marqueurs tels que la troponine, mais ça, ce n'est pas important pour vous. Alors, les complications de l'infarctus du myocarde, c'est premièrement la mort. Évidemment, le patient peut mourir sur le champ. Également, on peut avoir une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que vous survivez, mais votre cœur n'arrive plus à faire son travail comme il faut, qui est de pomper le sang. Donc, vous commencez à souffrir d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme cardiaque et bien d'autres. Alors, la prise en charge de l'infarctus du myocarde, elle se fait en urgence. Plus le traitement est initié tôt, plus vous avez de chances d'être sauvé. On a dit tout à l'heure que la maladie était due au fait que l'artère coronaire est obstruée par une plaque d'athérome, c'est-à-dire un obstacle qui empêche le sang de circuler. Donc, la première chose le premier objectif du médecin sera de lever cet obstacle-là, faire en sorte que cet obstacle-là soit détruit pour que le sang puisse arriver de l'autre côté. Et il va également prédisposer le cœur à diminuer ses besoins afin que la quantité qui arrive soit suffisante pour qu'il puisse fonctionner normalement. Donc, ce sera autour de ça, sa prise en charge. Et évidemment, si vous avez par exemple des difficultés à respirer, on peut vous mettre sous oxygène, ça ne doit pas vous étonner. Donc, comme on a dit, la prise en charge est l'urgence. Elle commence au premier contact médical, c'est-à-dire la toute première fois que vous allez ressentir une douleur thoracique, notamment au repos, allez voir un médecin, idéalement un cardiologue, il saura quoi faire. Le but, on en a parlé, l'efficacité du traitement, on en a parlé. Alors, la prévention repose dans l'éviction des facteurs de risque cardiovasculaire. On a cité les facteurs de risque tout à l'heure, donc il faudra éviter ou arrêter le tabac, bien prendre ses médicaments anti-hypertensifs si on est hypertendu. Et la précision en vaut la peine. Vous avez peut-être quelqu'un à la maison qui est hypertendu. Si on vous a prescrit un médicament contre l'hypertension en 2010, ça ne veut pas forcément dire qu'en 2023, le médicament là est encore adéquat pour votre maladie. Il y a des rendez-vous qu'il faut respecter chez le spécialiste. Donc, bien prendre ces médicaments, mais surtout honorer les rendez-vous chez le spécialiste. Faire de même si on souffre de diabète, c'est-à-dire honorer ses rendez-vous, prendre ses médicaments anti-diabétiques, contrôler son alimentation en privilégiant les huiles végétales. Le doc a pris l'exemple de l'huile d'avocat au détriment des huiles d'origine animale. Augmenter sa consommation en poisson plutôt qu'en viande de brousse, par exemple, ou alors de viande de bœuf, ce qui est très vendu dans notre contexte. Limiter la consommation d'alcool et de sel. Avoir une activité physique régulière, environ 2 à 3 fois par semaine, minimum 30 minutes. Donc, c'est généralement ça. Je pense que j'ai essayé de brosser en gros ce qui a été dit par Dr Pachel. Donc, on va passer là à la phase de questions-réponses. Donc, j'espère que tu es encore avec nous. Je vais essayer de lire les questions. Oui, je suis là. D'accord, je vais essayer de lire les questions au fur et à mesure. Autant que faire se peut, tu vas nous apporter des éclaircissements, s'il te plaît. D'accord. Donc, la première question nous vient de M. Valdez Fifen, je cite. Donc, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première, y a-t-il un âge où l'homme est plus exposé à l'AVC? Ça, c'est la première question de M. Valdez Fifen. Voilà. Y a-t-il un âge où l'homme est plus exposé à l'AVC? L'AVC ou l'accident vasculaire cérébral, tout comme l'infarctus du myocarde, fait partie du grand groupe des maladies cardiovasculaires. Et les facteurs de risque cardiovasculaire intéressent toutes ces maladies-là. Comme j'ai dit, l'âge fait partie des facteurs mineurs et c'est les hommes. Le sexe masculin est également un facteur de risque, surtout les hommes de plus de 50 ans. Chez les hommes, c'est l'âge de plus de 50 ans et chez les femmes, ce sont les femmes âgées de plus de 60 ans qui sont plus à risque à avoir
peu importe la pathologie cardiovasculaire, que ce soit la crise cardiaque, l'accident vasculaire, l'AVC ou accident vasculaire cérébral ou autre maladie cardiovasculaire. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse est assez précise. La deuxième question de M. Valère Suffen, je cite, y a-t-il des aliments et boissons qui favorisent l'accident vasculaire cérébral? Je n'ai pas compris la question. Je reprends. Y a-t-il des aliments et des boissons qui favorisent l'accident vasculaire cérébral? L'accident vasculaire, l'AVC ou accident vasculaire cérébral, on en a plusieurs types. On a l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique et les AVC lacunaires. Je vais entrer principalement sur l'AVC ischémique. Donc, l'une des étiologies, l'une des causes est également l'athérosclérose comme la crise cardiaque. Et tout cela démène du fait qu'il y a en grande quantité dans notre sang du mauvais cholestérol. Je vais dire ça comme ça. Donc, est-ce que certains aliments, oui, certains aliments favorisent, parce que chez ces patients qui ont l'AVC ischémique, on va demander de respecter une certaine mesure génodététique. Comme j'ai dit, privilégier les huiles végétales par rapport aux huiles animales pour réduire la quantité de mauvais cholestérol présent dans le sang, pour éviter d'avoir ou bien éviter la survenue d'un autre épisode d'AVC ischémique. Merci beaucoup, Doc. Je pense que c'est assez précis. Je dis par anticipation à M. Valère Sifen que on aura un mardi où on exposera sur l'AVC, ne vous inquiétez pas, et vous aurez plus ample connaissance des étiologies et tout. Donc, la troisième question nous vient de M. Abko Abko. Je cite, bonsoir les docs, y a-t-il des signes précurseurs de l'infarctus du myocarde? Est-ce qu'il existe des signes précurseurs avant-coureurs de l'infarctus du myocarde? Mais est-ce qu'il existe les signes précurseurs ou avant-coureurs d'infarctus du myocarde? Il y a certains, c'est vrai. Dans certains cas, la douleur, comme j'ai dit, le maître symptôme, c'est la douleur thoracique qui est typique. Mais dans certains cas, on peut avoir certains patients qui ont des douleurs, comme j'ai expliqué, des jours ou bien des semaines précédant le diagnostic ou bien l'arrivée de la crise cardiaque, ils peuvent présenter des douleurs thoraciques passagères. Donc, ce qu'on appelle généralement l'angor stable. C'est-à-dire le patient a sa douleur, après une douleur rapide, moins de 5 minutes, ça arrive, il a mal, après il n'a plus mal. Et ça ne le gêne pas. Il ne consulte pas pour ça. Or, ce sont des signes précurseurs. Par exemple, il peut ressentir comment son cœur bat vite. En dehors, bien sûr, au repos, il est comme ça. Au repos, il ressent comment il a les palpitations, son cœur bat très vite. Parfois même, il y a certains signes comme en dehors de cette douleur thoracique passagère ou encore stable, de la palpitation, parfois il a des épisodes de syncope, comme j'ai expliqué, mais il ne s'inquiète pas, il a une perte brève de connaissance, il ne vient pas consulter, il reste sur lui. Ce sont des signes avant-coureurs, mais ne sont pas spécifiques de la maladie en elle-même. Chez d'autres personnes, ils peuvent l'avoir, mais ça peut être révélateur d'une autre maladie, mais pas précisément de la crise cardiaque. Donc, on ne saura jamais s'il ne vient pas consulter pour réaliser un électrocardiogramme ou un autre examen pouvant identifier qu'il a ou bien qu'il a eu une crise cardiaque. Merci, docteur. Je pense que ce qui a retenu la réponse du médecin, c'est dès la première douleur thoracique que vous ressentez, particulièrement au repos, courez consulter parce que vous ne saurez jamais en restant à la maison si c'est des signes avant-coureurs de votre infarctus du myocarde ou non. La deuxième question d'Abko Abko, je cite, comment réagir en cas de crise cardiaque? Comment réagir en cas de crise cardiaque? Comment réagir en cas de crise cardiaque? Ça concerne qui? Celui qui a eu la crise cardiaque ou le personnel médical? Je vais prendre le cas de celui qui a eu la crise cardiaque. Il ne saura pas qu'il a eu la crise cardiaque. C'est pour ça que je précise, lorsque j'ai décrit tout à l'heure la douleur thoracique typique dans la crise cardiaque. J'aimerais dire, en cas de toute douleur thoracique, il y a plusieurs causes. Et la première chose, la première étiologie qui inquiète le médecin est la crise cardiaque. Donc, lorsqu'on a la douleur, on vient immédiatement, on n'attend pas qu'elle passe. On vient immédiatement consulter à l'hôpital pour savoir si on a une crise cardiaque ou pas. Et la prise en charge doit être immédiate en cas de diagnostic en réalisant l'électrocardiogramme.
Et bien sûr, revers du domaine du spécialiste, comme on a dit, la principale cause, c'est l'athérosclérose. Il va aller rétablir la continuité du sang au niveau de l'artère qui a été obstruée. Donc, c'est ça. Mais s'agissant du personnel médical, il sait comment prendre en charge, mais le patient lui-même ne saura pas qu'il s'agit d'une crise cardiaque parce qu'il y a plusieurs autres étiologies de douleurs thoraciques. Mais il faut venir consulter pour qu'on se rassure qu'en fait, qu'on ait écarté cette menace-là qui peut avoir plusieurs complications plus tard. Merci, docteur. En cas de douleur thoracique intense, si c'est un de vos proches, amenez-le en consultation. Si c'est vous-même, même si elle est passagère, courez vite en consultation parce qu'on vous expliquait que c'est un défaut de sang au niveau du cœur. Et si ce défaut de sang persiste, le muscle cardiaque va nécroser, c'est-à-dire mourir, et vous pouvez perdre la vie sur le champ. Donc, c'est un peu ça. La dernière question d'Apro, quels sont les effets à long terme? Effets à long terme de quoi? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il veut dire de la crise cardiaque, je ne sais pas. Peut-être une répétition de la crise cardiaque ou alors une crise cardiaque qui a été bénigne, entre guillemets. Quels sont les effets à long terme? Je pense que quand il parle d'effets à long terme, il parle de complications. Il y a certains patients qui ont eu une crise cardiaque, mais n'ont pas manifesté de signes, sans signe. Plus tard, j'ai dit que la complication tardive, la plus fréquente, il y a plusieurs complications, mais la plus fréquente, généralement, c'est l'insuffisance cardiaque chronique. C'est-à-dire, on sait que le rôle du cœur est de pomper le sang pour assurer le débit ou la circulation sanguine, pour envoyer le sang, assurer aussi l'apport en oxygène, en nutriments dans les autres tissus de l'organisme. C'est-à-dire, avec le temps, lorsqu'on a la crise cardiaque et on n'a pas été pris en charge rapidement, on a un territoire, une partie, un tissu concerné au niveau du myocarde qui meurt, c'est-à-dire qui ne va plus se contracter comme le fait normalement tout le cœur. Et ce qui va entraîner plutôt une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ne va, le sang qui devait être normalement pompé, le cœur ne va plus assurer cette fonction-là. Au fur et à mesure, il va pomper une petite quantité, puis arriver à un moment, il va se fatiguer et plus tard, il peut devenir gros. Donc, le cœur peut augmenter, peut se dilater, devenir gros. Donc, l'une des complications importante est l'insuffisance cardiaque chronique. Bien sûr, on peut aussi avoir d'autres complications tardives comme les troubles du rythme. Lorsqu'on va réaliser, bon, ça relève aussi du domaine des spécialistes, quand on va réaliser les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur, il pompe, après il s'arrête. Il pompe, après il s'arrête. Il pompe, après il s'arrête. Parfois, vous pouvez même avoir des arrêts cardiaques. Vous avez un arrêt cardiaque, quand vous réanimez, vous revenez encore à la vie, puis vous avez encore un arrêt. On a plusieurs complications tardives, mais surtout l'insuffisance cardiaque chronique. Merci beaucoup, donc je pense que ça a été assez précis. La question suivante nous vient de M. Valdez-Suffen. Donc, comment calcule-t-on l'indice de masse corporelle? Je pense avoir expliqué, mais bon. Donc, si tu peux reprendre, ce serait pas mal. Ok. L'indice de masse corporelle est la division de la masse. Dans le numérateur, nous avons la masse de la personne divisée par le carré de sa taille. C'est ça. C'est comme ça qu'on calcule l'indice de masse corporelle. La masse divisée par le carré, la taille au carré. Merci, docteur. Je précise ici que la masse c'est en kilogrammes et la taille n'est pas en centimètres, mais en mètres. Donc, c'est très important. La question suivante nous vient de Bini Gracia. Je cite, bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai une petite incompréhension. Est-ce que l'anémie peut causer une crise cardiaque? Est-ce que l'anémie peut causer une crise cardiaque? L'anémie, en fait, c'est un taux d'hémoglobine inférieur au seuil normal fixé par les autorités sanitaires. Oui, c'est quand on n'a pas assez de sang. Est-ce que ça peut causer la crise cardiaque? Non. On a dit la crise cardiaque, c'est lorsqu'il y a une inadéquation entre les besoins et les apports. Quand vous dites anémie, je ne sais pas si c'est anémie, si elle est aiguë, mais généralement, mais peut-être dans ce cas, vous êtes en train de parler d'anémie chronique, c'est-à-dire on n'a pas assez de sang. Mais l'anémie chronique, le cœur a pris du temps pour s'adapter au faible taux d'hémoglobine. Ça ne peut pas causer l'insuffisance cardiaque, donc il est déjà adapté à ça. Mais si en plus, il y a quelque chose qui vient obstruer l'artère coronaire, c'est-à-dire en plus de ce taux d'hémoglobine qui est faible, on réduit encore cette quantité qui arrive au niveau du cœur. Là, on aura
notre crise cardiaque, mais l'anémie chronique en elle-même, non. Merci pour la réponse. Donc, j'aimerais apporter une précision. Lorsque vous avez une anémie, c'est-à-dire que vous avez un taux de sang qui est insuffisant, le cœur prend l'information selon laquelle les organes ne reçoivent pas suffisamment de sang. Il aura des mécanismes compensateurs, notamment la tachycardie, c'est-à-dire qu'il va commencer à battre un peu plus vite pour envoyer plus rapidement les nutriments au niveau de vos organes. Donc, si vous avez une anémie, par exemple, je vais prendre le cas d'une demoiselle qui saigne un peu plus que la normale et qui a généralement eu un taux d'hémoglobine à 10, elle ne va pas faire un infarctus du myocarde à cause de ça. Tenez-vous tranquille. Donc, la question suivante nous vient de Miel Orphée. Je cite, pardon. On stresse un peu tous dans la vie, mais quel niveau de stress peut causer un infarctus? Désolée pour la connexion, j'ai pas compris la question. Donc, je reprends en J'ai question pas de Miel interprété. Orphée. Elle a posé, je crois, 3 questions. La première est de savoir, je cite, on stresse un peu tous dans la vie, mais quel niveau de stress peut causer un infarctus? On Stresse tous dans la vie, mais quel niveau de stress peut causer un infarctus? euh, quel niveau de stress peut causer l'infarctus? Est-ce qu'il y a un appareil qui permet de mesurer le niveau de stress de tout un chacun? Je n'en connais pas. Quel niveau? Sincèrement parlant, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel niveau. Mais le stress, parfois peut entraîner peut-être un facteur qui précipite, un facteur précipitant de la crise cardiaque. Mais le niveau précisément de stress, on peut faire une étude dessus, on ne sait jamais. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'appareil qui permet de mesurer le stress. Il n'y a pas d'échelle de quantification du stress. Mais je pense également que la notion de stress intense ou pas diffère d'un individu à l'autre. Il y a des personnes qui ont une particularité à banaliser certains événements, mais d'autres ne vont pas banaliser cet événement. Donc, je pense que le niveau de stress est fonction de tout un chacun, mais à votre niveau, essayez au maximum de ne pas stresser tout simplement. Donc, la deuxième question de Miel Orphée, je cite, avant de ressentir la douleur thoracique, est-ce qu'il y a d'autres symptômes, des signes qui peuvent prévenir l'entourage? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes ou signes qui peuvent prévenir l'entourage? Oui, on a dit qu'il y avait certains signes, précisément en dehors de cette douleur thoracique typique dans la crise cardiaque. On peut avoir des épisodes antérieurs de douleur thoracique, mais passagères, n'étant de moins de 5 minutes. Il a mal. Un jour, il dit qu'il a mal. Ah, j'ai très mal, ça serre. Après, ça finit. 3 jours après, il y a cette douleur qui revient, qui repart. Parfois même les palpitations. Il a le cœur qui bat vite tout le temps. En dehors, bien sûr, de l'exercice physique où c'est normal. Parfois, il peut avoir des difficultés à respirer. Il a des difficultés à respirer, mais passager toujours, il a des difficultés à respirer, mais après, la respiration devient normale. Et surtout, si ces symptômes apparaissent chez un patient ayant des facteurs de risque cardiovasculaire, là, l'entourage doit déjà réfléchir et l'amener à l'hôpital. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient une fois de plus de Bini Gracia. Elle aimerait savoir, est-ce qu'il y a un lien entre l'embolie pulmonaire et l'AVC? Je pense que là, il faudra d'abord dire ce que c'est que l'embolie pulmonaire pour ceux qui seront un peu perdus. Est-ce qu'il y a un lien entre l'embolie pulmonaire et l'AVC? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bon, l'embolie pulmonaire, c'est quoi l'embolie pulmonaire? Ça fait également partie des pathologies cardiovasculaires. L'embolie pulmonaire est due à une obstruction plus ou moins complète d'une artère. L'artère nourrissait au niveau des poumons, de l'artère d'une artère au niveau des poumons. Est-ce qu'il y a un lien? L'AVC, c'est également, j'ai dit l'AVC, il y a plusieurs types, mais je pense qu'elle parlait d'AVC ischémique. L'AVC également, c'est une obstruction toujours d'un vaisseau cérébral. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? L'une des causes d'AVC, on a l'athérosclérose. Comme j'ai dit, comme dans la crise cardiaque, c'est un amas de lipides qui vient obstruer un vaisseau au niveau du cerveau. Et dans l'embolie pulmonaire, l'une des causes également peut-être l'athérosclérose, l'une des causes d'embolie pulmonaire. Et c'est le lien qui existe
entre les deux, juste au niveau de l'étiologie. Ce n'est pas que l'embolie pulmonaire. Quand on a l'embolie pulmonaire, on aura l'AVC ischémique, ou si on a l'AVC ischémique, on aura l'embolie pulmonaire. Non, c'est juste au niveau de l'étiologie. C'est juste au niveau de l'étiologie, le lien entre l'embolie pulmonaire et l'AVC. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Manu Onana. Je cite, les crises d'anxiété peuvent-elles conduire à la crise cardiaque à la longue? Les crises d'anxiété peuvent-elles conduire à la crise cardiaque à la longue? Qui dit crise d'anxiété dit stress intense. Bien sûr, j'ai dit que le stress ici, c'est un facteur qui précipite la survenue de crise cardiaque. C'est dans ce domaine-là, c'est dans cette optique-là que ça peut, à la longue, ça peut favoriser, et surtout chez les patients ayant des facteurs de risque, la survenue de crise cardiaque. Merci beaucoup, Doc. Question suivante nous vient de Roby Djakou. Je cite, bonsoir, docteur. Y a-t-il des conséquences après une rémission à un infarctus du myocarde? Y a-t-il des conséquences à une rémission? Quand il parle de rémission, je ne sais pas s'il parle, si on prend en charge, de prise en charge immédiate et adéquate de l'infarctus du myocarde ou pas. Mais y a-t-il des conséquences à une rémission si la personne a eu sa crise cardiaque il n'est pas venu à l'hôpital, il est resté chez lui. Il a eu sa douleur. Elle n'est pas toujours typique d'ACT. Quand on a dit qu'elle peut être, elle n'est pas toujours typique, elle ne peut même pas être là. Mais le patient a sa crise cardiaque. Bien sûr qu'il y a des conséquences, comme j'ai dit. Les conséquences ne seront pas précoces, mais elles seront plus tardives. J'ai cité l'insuffisance cardiaque chronique, c'est-à-dire une incapacité du cœur à pomper le sang, à assurer un débit suffisant pour irriguer les autres tissus ou bien pour envoyer de l'oxygène et les nutriments aux autres tissus pour leur fonctionnement. On a les troubles du rythme, comme j'ai dit, les troubles du on parle de troubles du rythme ventriculaire, auriculaire, c'est-à-dire le cœur, il bat, puis il s'arrête. Il bat, puis il arrête de battre. C'est ça. Ce sont les principales complications tardives dans la crise cardiaque. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient d'Ahmed Difendjou. Je cite, j'aimerais rebondir sur cette question, s'il vous plaît. Vous avez parlé de celui qui subit la crise et du personnel médical. Qu'en est-il de quelqu'un qui assisterait à un malaise d'un proche? Quelle est la conduite à tenir, je pense, pour quelqu'un qui assiste à un malaise d'une personne de son entourage? Un malaise dans quel sens? Je ne comprends pas. Si dit malaise dans le sens la personne a une douleur thoracique, bref, il faut l'amener à l'hôpital. Vous n'êtes pas un personnel médical. Je En vais fait, pas il vous dire prenez tel médicament. il aimerait savoir s'il y a des premiers gestes le temps d'arriver à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des premiers gestes à réaliser? Bon, je vais entrer, s'agissant du thème particulièrement la crise cardiaque. S'il a sa douleur thoracique, amenez-le immédiatement à l'hôpital le plus proche. N'attendez pas d'être, par exemple, vous êtes très loin d'un hôpital de référence ou bien vous l'amenez par l'hôpital du district, vous l'amenez immédiatement à l'hôpital. Parce que je vous ai dit, chez la majorité des personnes, ils ne vont pas présenter les signes spécifiques de la maladie. Donc, c'est la réalisation et l'interprétation de l'ECG qui nous permet de poser le diagnostic et de débuter la prise en charge immédiate de la maladie. Merci. Donc, il n'y a pas un médicament qu'il faut donner pour éviter. En fait, crise cardiaque, c'est en train de se passer. Donc, il n'y a en dehors d'une prise en charge immédiate et adéquate, il n'y a pas un médicament à donner à la maison. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Chris. Chris, bonsoir et merci. J'aimerais savoir si après un premier infarctus, on a plus de risques d'avoir un deuxième infarctus. Je pense que la réponse est évidente, mais je vais laisser la doc répondre. Oui, après un premier infarctus, on a plus de chances d'avoir un deuxième infarctus. Après l'infarctus du myocarde, en fait, c'est une maladie où, dans la prise en charge, en dehors des stratégies pour pour fluidifier le sang, pour assurer et ramener la circulation sanguine au niveau de l'artère qui a été obstruée, il y a encore d'autres bilans, d'autres examens que le patient fera, ainsi que plusieurs médicaments qu'il doit prendre. Et il doit respecter ses consultations
respecter les consultations du cardiologue pour éviter la survenue d'une autre crise. Il a eu cette crise parce que, comme j'ai dit, le maître symptôme, c'est l'athérosclérose, c'est-à-dire s'il n'améliore pas, s'il ne respecte pas les mesures hygiéno-diététiques qui ont été prescrites, s'il ne respecte pas la prévention primaire qui a été faite par le médecin, le counseling qu'on fait généralement à l'hôpital, s'il ne prend pas régulièrement son traitement et s'il n'honore pas ses visites, il n'honore pas les consultations chez le cardiologue, il a un risque, de refaire une autre crise cardiaque. Merci beaucoup, docteur. Je pense que c'est assez précis. La question suivante nous vient de Valère Sifen. Doc, les repas chauds et boissons chaudes, tels que le thé et le chai, peuvent aider à la prévention de la crise cardiaque et de l'AVC? Point d'interrogation. Est-ce que les repas chauds et les boissons chaudes, tels que le thé et le chai, peuvent aider à la prévention de la crise cardiaque et de l'accident vasculaire cérébral? Je pense qu'il parle de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Est-ce que les repas chauds, non, peuvent aider à la prévention? Non. Quand je parlais de prévention primaire, c'est essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce n'est pas en consommant. Ce n'est pas, par exemple, je suis hypertendu, je ne prends pas mon traitement, je ne contrôle pas ma pression artérielle, je n'honore pas mes rendez-vous chez le médecin. Et chaque jour, je consomme les repas chauds. Non. Ça ne peut pas aider. Principalement, la prévention primaire ou initiale, c'est le contrôle, c'est le respect, c'est la prise en charge des différents facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons. Et dont j'ai cité, contrôler sa pression artérielle, contrôler son diabète, vérifier son alimentation en consommant du bon cholestérol, surtout les huiles végétales, faire du sport régulièrement en fonction de sa capacité, de son âge, réduire son poids pour les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, et réduire la consommation d'alcool et de sel en fonction des facteurs de risque que nous avons. Merci beaucoup, docteur. On va prendre la question suivante qui nous vient de Miel Orphée. Je cite une fois de plus. En cas de douleur thoracique intense, y a-t-il des gestes de premier secours que l'entourage peut réaliser pour soulager la douleur de la personne? Je pense qu'on a déjà répondu. Je n'ai pas entendu. En cas de douleur thoracique intense, y a-t-il des gestes de premier secours que l'entourage peut réaliser pour soulager la personne en douleur, qui souffre de douleur? Ok. En cas, lorsqu'on a un proche, une personne avec qui on vit dans la même maison, qui a une douleur thoracique d'apparition brutale, intense, et dit, c'est comme si je voulais mourir. Ne perdez pas le temps. Prenez votre proche, amenez-le immédiatement à l'hôpital. C'est la rapidité. Si vous le faites rapidement, vous l'amenez rapidement à l'hôpital et l'on diagnostique la crise cardiaque, la prise en charge sera rapide ensuite et adéquate. Le patient peut guérir plus tard. Donc, il n'y a rien à faire à la maison. Amenez-le rapidement à l'hôpital. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Roby Djakou, une fois de plus, je cite. Quelles causes peuvent amener un individu à décéder d'un arrêt cardiaque pendant le sport? Quelles causes peuvent amener un individu à décéder d'arrêt cardiaque pendant le sport? Les causes d'arrêt cardiaque pendant le sport, il y a plusieurs causes. Je vais m'attarder sur les maladies cardiovasculaires. Pendant le sport, plusieurs pourront pas avoir même, première cause, on a la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde, notre thème d'aujourd'hui. On peut également avoir les troubles du rythme. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Peut-être ça peut faire l'objet d'une autre présentation, que ce soit auriculaire ou ventriculaire. Même l'insuffisance cardiaque lors d'un sport intense. Le cœur qui n'arrive pas à pomper le sang, il n'arrive déjà pas au repos à pomper une quantité suffisante de sang. Vous partez lors d'un sport intense, il peut se fatiguer et arrêter de pomper le sang, ce qui peut entraîner un arrêt cardiaque. Et bien d'autres causes, surtout les maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup, docteur. Donc, la pratique de sport, c'est un exercice qui augmente les besoins du myocarde en oxygène. Du coup, s'il est déjà défaillant, s'il ne reçoit déjà pas suffisamment, lorsque vous faites le sport, vous êtes encore plus à risque de développer cela. Bon, la pratique intense, mais déjà dans votre habitude quotidienne, on a parlé d'activités sportives assez modérées
2 à 3 fois par jour, minimum 30 minutes en fonction de votre âge et de vos pathologies que vous présentez. Essayez de voir si c'est la marche que vous pouvez faire ou du footing ou n'importe quoi de ce genre. La question suivante nous vient de M. Balin Foga. Un instant, s'il vous plaît. Balin Foga, je cite. Docteur, si j'ai bien compris, les gestes de premier secours, comme le massage cardiaque en cas de crise cardiaque, ne servent à rien. Est-ce que les gestes de premier secours, comme le massage cardiaque en cas de crise cardiaque, ne servent à rien? Les gestes de premier secours, déjà le massage cardiaque ne se fait pas chez une personne. Donc, une personne est avec un cœur qui bat. Quelqu'un ne va pas se plaindre de douleur, vous venez vous venez faire le massage cardiaque. Non. Les gestes de premier secours, je vous ai dit, lorsqu'un patient présente une douleur thoracique, si c'est la crise cardiaque, déjà le diagnostic va se faire à l'hôpital. On va d'abord réaliser l'électrocardiogramme. Et c'est un médecin qui pourra diagnostiquer cette maladie. Vu qu'on ne connaît pas l'étiologie et que la crise cardiaque est une urgence diagnostique, il faut l'amener immédiatement à l'hôpital. Le massage cardiaque ne se fait pas chez une personne vivante dont le cœur pompe normalement le sang, non. Une personne ne va pas se plaindre de douleur, vous venez, vous dites que vous voulez faire le massage cardiaque ou bien les insufflations, non. Les gestes de premier secours, par exemple, sur un patient qui ne respire pas, on va dire le patient est inconscient et il ne respire pas. Là, je fais d'abord le massage cardiaque. Lorsqu'il commence à respirer, je le mets en position latérale de sécurité avant d'appeler les secours. C'est à ce moment que je fais le massage cardiaque. Une personne qui est consciente, qui est inconsciente et qui respire, je mets en position latérale de sécurité, j'appelle le SAMU ou autre, ou la gendarmerie, je ne sais pas trop. J'appelle les secours pour que le service d'aide médicale d'urgence pour qu'ils viennent à l'aide. Mais une personne qui se plaint, par exemple, il se plaint que son cœur bat vite. Il se plaint qu'il ait une douleur thoracique avec sensation de mort imminente. Je ne vais pas dire couche-toi, je vais commencer à faire le massage cardiaque et faire les insufflations. Non, amener la personne directement à l'hôpital. Les gestes de premier secours, c'est en fonction des cas qui se présentent à nous. Et le massage cardiaque se fait chez une personne inconsciente et qui ne respire pas. Là, je fais le massage cardiaque. Mais si la personne respire normalement, je n'ai pas besoin de faire le massage cardiaque. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse est assez précise. On prend une deuxième question de Valine Soga, je cite. Donc, quand vous parlez de réduire la consommation d'alcool, vous parlez de bière ou alors de vin rouge ou blanc et aussi à réduire. Je reprends. Donc, quand vous parlez de réduire la consommation d'alcool, vous parlez de bière ou alors de vin rouge ou blanc ou alors le vin blanc est aussi à réduire. Quand je parle de réduire la consommation d'alcool, je parle de tout. Parce qu'une personne va venir me dire, je bois un casier de bière, un casier chaque jour. Ou bien l'autre va me dire, je prends 3 bouteilles de vin chaque jour. Non, l'autre qui a la bière, il est trop à risque par rapport à celui qui a le vin rouge. Non, 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 c'est pas ça. Vous deux, vous êtes à risque en fonction de ce que tu consommes. Si par exemple, je n'ai pas cité l'alcool comme un facteur de risque cardiovasculaire, non. Si je consommais avant 3 ou bien 4 bouteilles de vin rouge par jour ou bien un casier de bière par jour et que je suis hypertendu ou diabétique ou autre, je réduis. Je peux consommer mon verre, peut-être un verre par semaine, c'est en fonction de ce que l'on présente comme facteur de risque cardiovasculaire. Et c'est au médecin lorsqu'il va vous faire le counseling, les différentes mesures qu'il faut adopter à la maison, qui va vous dire non. Si vous dites que non, je consommais une bouteille de vin rouge par jour, 3 bouteilles, il va vous dire non, réduisez. Si vous étiez à 3, réduisez par exemple à 2 bouteilles par semaine. C'est en fonction de ce que vous allez présenter comme maladie. Merci beaucoup, docteur. Je pense que c'était la dernière question qui était posée en live. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Je vous invite à poser d'autres questions en commentaire et nous allons recevoir une notification et même par écrit. Le docteur Pachel ou moi, nous essaierons d'apporter des éléments de réponse. Donc, on arrive là au terme de notre émission vu qu'il n'y a plus de questions. Je veux premièrement remercier une fois de plus le docteur Pachel d'avoir honoré notre rendez-vous. J'aimerais préciser que le mardi médical, c'est une émission qui se fait généralement avec des jeunes médecins. Vous aurez peut-être du mal à contacter des grands spécialistes pour leur poser vos problèmes habituels ou alors pour les prendre comme médecins de famille.
vous avez l'opportunité lors du mardi médical de rentrer en contact avec l'invité ou même moi-même. Et voilà, vous tissez une certaine amitié professionnelle et donc faire de ce praticien-là votre médecin de famille plus tard, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas souvent à rentrer en contact avec les invités pour poser vos problèmes de santé et plus tard pour vos prises en charge. Donc merci docteur, une fois de plus, je te passe la parole, tu vas faire le mot de fin et ensuite on va clore le live. Ok. Merci, je te remercie, le docteur Yves, de m'avoir invité déjà ce soir afin de présenter ce thème, la crise cardiaque. Toi-même, tu sais que la cardiologie me tient beaucoup à cœur. Et merci aux différentes personnes qui ont assisté, qui ont pu assister à ma présentation, également poser des questions. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos préoccupations. Et bien sûr, si vous en avez d'autres, vous pouvez poser au docteur Yves. Il me tiendra informé, je pourrai y répondre. Merci beaucoup, docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. D'accord.